zu diesem Workshop zu Corona, Care und die Krise. Zuerst einmal, also ich bin Xenia von der BFS, Jugend, Bewegung für Sozialismus. Und ich werde euch noch einige technische Dinge erklären. Um Fragen zu stellen, kann man unten bei der Menüleiste unter TeilnehmerInnen die Hand heben. Dann sehe ich das und kann euch dann aufrufen. Und wenn ihr eine Frage stellt, wäre es für die Übersetzerinnen hilfreich, wenn ihr die Kamera anschaltet und, falls ihr eine Maske habt, diese abzieht. Wenn ihr gerade nicht eine Frage stellt, könnt ihr euch stumm schalten, dann gibt es keine störenden Hintergrundgeräusche, während eine spricht. Und da wir auch eine Sprecherin aus Italien und eine aus Frankreich dabei haben, gibt es Übersetzerinnen. Und eben, ihr könnt unten auf der Menüleiste, auf der Weltkugel, eure Sprache anklicken und dann wird es übersetzt. Pour tous ceux qui veulent entendre une traduction en français ou en italien, vous pouvez cliquer sur le globe terrestre ci-dessous, puis sélectionner le français ou l'italien. Ja, das können wir sonst gleich machen und ausprobieren mit den ÜbersetzerInnen, ob das klappt. Ja, klappt schon. Wir nehmen diesen Workshop auf, allerdings nur die Sprecherinnen und nicht die Diskussion. Ihr werdet also nicht, wenn ihr eine Frage stellt, werdet ihr nicht aufgenommen. Dann auch noch der Hinweis, dass wir super froh um Spenden wären für die Rednerinnen und die Übersetzerinnen, ohne die wir diese Veranstaltung gar nicht machen könnten. Ich schicke den Link gleich noch in den Chat oder ihr könnt einfach auf sozialismus.ch beim anderen Davos 2021, dort sieht man es gleich. Nun zum Ablauf. Zuerst werde ich einen kurzen theoretischen Teil zum Thema Care-Arbeit und seine Rolle im Kapitalismus machen. Danach stelle ich einige Fragen an die Sprecherinnen, wie die Situation in ihren Ländern ist, weshalb der Care-Bereich in einer Krise steckt und wie unsere Handlungsmöglichkeiten aussehen. Dazwischen gibt es auch eine Pause und immer auch noch Zeit zum Fragen stellen. Ja gut, dann fangen wir an. Die Bilder der klatschenden Menschen auf Balkonen, Merci-Schokolade von den Geschäftsleitungen oder die Bezeichnung HeldInnen für die tausenden Pflegekräfte, BetreuerInnen und ArbeiterInnen in der Logistik und im Detailhandel haben viele von uns während der ersten Welle oft zu Gesicht bekommen. Es sind aber nichts als symbolische Gesten, denn die Arbeitsbedingungen der Menschen, die unter- und unbezahlte Care-Arbeit leisten, haben sich mit der Corona-Pandemie erheblich verschärft. Seit Jahren machen die arbeitenden Menschen im Care-Bereich auf die stetige Verschlechterung deren Arbeits- und Care-Bedingungen aufmerksam. Seit Anfang 2020 arbeiten sich diese Menschen nun kaputt und es überrascht leider nicht, die Symptome des Personalmangels werden, wenn überhaupt, nur symptomatisch angegangen. Die Dringlichkeit der Ursachenbehebung wird von den EntscheidungsträgerInnen chronisch verkannt und es wird somit auch nichts unternommen. Die Forderung ist klar: Die gesundheitspolitische Diskussion muss unter anderen Vorzeichen und Maßnahmen geführt werden. Denn die Gesundheitskosten werden weiter steigen. Das Sparen ist eine Illusion. Die Kosten lassen sich nicht eindämmen, denn Gesundheit ist keine Ware. Der Kapitalismus basiert auf der Warenproduktion und dem durch die Ausbeutung der Arbeitskraft gewonnenen Mehrwert. Er benötigt also die ArbeiterInnen, welche ihre Arbeitskraft verkauft und Waren herstellt. Okay, man hört anscheinend die französische Übersetzung nicht gut. Ja. Könnt ihr
Noemi ist, glaube ich. Aber jetzt ist viel besser. Jetzt ist viel besser, Noemi. Jetzt höre ich dich sehr gut. Ich weiß nicht, was das... Ja, jetzt höre ich mich. Senja, sag vielleicht mal etwas. En fait, Und Noemi kann es übersetzen. pour la traduction en français, des fois on t'entend très bien et des fois on n'entend pas bien, ça coupe un peu. Deutsch auf Französisch funktioniert. Là, c'est très bien, mais des fois, c'est un peu comme si ton micro se coupait, en fait, si tu n'étais pas assez près de ton micro. Enfin, moi, ça me fait penser à ça, mais d'accord. Désolée, hein. Gut, dann machen wir weiter. Also nochmal. Der Kapitalismus basiert auf der Warenproduktion und dem durch die Ausbeutung der Arbeitskraft gewonnenen Mehrwert. Er benötigt also die ArbeiterInnen, welche ihre Arbeitskraft verkauft und Waren herstellt. Doch wer produziert die ArbeiterInnen? Und wer sorgt dafür, dass die ArbeiterInnen nach einem anstrengenden Arbeitstag so versorgt wird, dass sie am nächsten Tag wieder zur Arbeit gehen kann? Das ist die zentrale Fragestellung der sozialen Reproduktionstheorie. Das kapitalistische System braucht die Arbeitskraft. Doch damit die Arbeiterin diese Kraft aufbringen kann, braucht sie Essen, ein Dach über dem Kopf, eine bestimmte Ausbildung oder Bildung, Pflege, wenn sie krank ist und so weiter. Diese Grundvoraussetzungen müssen gegeben und gesichert sein, damit die Arbeiterin jeden Tag aufs Neue arbeiten gehen kann. Doch alle diese Aufgaben kosten Zeit und Geld. Zeit, in der nicht Lohnarbeit geleistet werden kann und, sofern diese Dinge öffentlich organisiert sein sollen, Geld in Form von Steuern, welche den Profit der KapitalistInnen schmälert. Es gibt also einen unlöslichen Widerspruch zwischen ökonomischer Profitmaximierung und der Reproduktion der Arbeitskraft. Ernährung, Wohnraum, öffentlicher Verkehr, öffentliche Schulen, Kitas, Krankenhäuser und so weiter sind alles zentrale Bereiche der Lebensschaffung und Lebenserhaltung. Gleichzeitig kosten sie Geld. So ist es für das Kapital also eine Gratwanderung. Wenn gar kein Geld ausgegeben wird, um die ArbeiterInnenklasse zu reproduzieren, wird es bald zu wenig Arbeitskräfte geben. Wenn zu viel Geld ausgegeben wird, sinken die Profite. So sehen wir in der Geschichte des Kapitalismus ein ständiges Kräfteringen darüber, wer die Reproduktion des Großteils der Menschen aufkommt. Wer für die Reproduktion des Großteils der Menschen aufkommt. Es ist ein Teil des Klassenkampfs. Hier kommt die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung ins Spiel. Die Arbeit der sozialen Reproduktion, ob bezahlt oder unbezahlt, ob im privaten oder öffentlichen Bereich, wird nämlich als weiblicher Aufgabenbereich naturalisiert und denjenigen Personen zugeschrieben, die als weiblich gelesen werden. Und diese Arbeit wird systematisch unsichtbar gemacht und abgewertet. Denn den wahren Preis dieser Arbeit könnte der Kapitalismus gar nicht bezahlen. Der bezifferte Wert der unbezahlten Arbeit, die beispielsweise für das Zubereiten von Mahlzeiten zu Hause aufgewendet wird, ohne Geschirr abwaschen und einkaufen, ist in der Schweiz größer als die Wertschöpfung des ganzen Finanzsystems. 2010 hatte die direkte unbezahlte Care-Arbeit, beispielsweise für Kinder, Kranke und Gebrechliche, in der Schweiz einen monetarisierten Wert von mindestens 100 Milliarden Franken, während die gesamten Steuereinnahmen rund 122 Milliarden Franken betrugen. Die Rechnung des Kapitalismus kann also nur aufgehen, solange diese Arbeit nicht oder nur gering bezahlt wird. Deshalb wird alle institutionalisierte Pflege- und Betreuungsarbeit permanent unterfinanziert. Das ist eine Dynamik im Kapitalismus. Was im Neoliberalismus hinzukam, ist die Privatisierung. So wurden und werden vormals öffentliche Bereiche wie die Gesundheit der Bevölkerung, Ausbildung, Alterspflege, Kinderbetreuung zunehmend in die Privatwirtschaft verschoben. Die Pflege und Sorge um Menschen wird dem Profitzwang unterstellt. Aber während man Autos oder Uhren immer schneller und effizienter herstellen kann, kann man Menschen nicht immer schneller gesund pflegen oder Kinder immer schneller gebären und aufziehen. Die neoliberale Sparpolitik der letzten Jahre hat aber genau das versucht.
vor allem durch die Einführung der Fallpauschalen und der damit verbundenen Optimierung der Abläufe, also Personalkürzungen, Flexibilisierung der Arbeitszeiten und so weiter, wird auf Kosten aller Beteiligten, betreuende und zu betreuende Menschen, bis heute versucht, Kosten einzudämmen mit dem Argument, das Gesundheitswesen hat ein Kostenproblem und wir müssen sparen. Das Gesundheitswesen hat aber kein Kostenproblem. Es hat ein Sparproblem, ein Personalmangelproblem und das Virus heißt Kapitalismus. Und dieses Virus schützt auch in der aktuellen Corona-Pandemie noch immer die Politik und Profite von Aktionärinnen, Krankenkassen und Pharmaindustrie, welche weiterhin Dividenden erhalten und Gewinne erzielen. Über diese aktuelle Krise und den Widerstand dagegen wollen wir heute sprechen. Wir sprechen mit Pauline Sorling, Sozialpädagogin, die mit magersüchtigen Jugendlichen arbeitet und Aktivistin der Nouveau Parti Anticapitaliste. Mit Eliana Como, Gewerkschafterin des linken Flügels der Confederazione Generale Italiana del Lavoro in Bergamo und Aktivistin von Sinistra Anticapitalista. Und mit Sarah Palin, sie war Intensivfachpflegeperson in einem Zürcher Spital und ist aktiv bei Care Work Unite innerhalb des feministischen Streikkollektivs. Nun, als erstes würden wir die Frage stellen, wie hat sich diese Situation durch Corona in euren Ländern entwickelt und wie ist sie jetzt? Pauline Sorling. Pauline? Ah. Juste une petite question, c'est combien de temps à peu près par question? Parce que je n'ai pas entendu au début, je suis désolée. À peu près, hein? 5 Minuten, 5 bis 7. Pauline, tu es en mute. Pauline? Tu es mute. Ouais. Vous m'entendez? Est-ce que... Ah, c'est bon là? Oui, oui. D'accord, désolée, hein, j'ai des petits soucis aussi là. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation à cet atelier. Quelle est la situation pas meilleure qu'ailleurs dans le monde et en Europe. Ah, il y a un souci ou ça marche pour la traduction? Est-ce que c'est bon ou pas? Ouais, c'est bon, d'accord, désolée. La situation, ici, elle est très compliquée hein, dans notre pays, comme malheureusement partout ailleurs. La politique qui est utilisée en France par le gouvernement est similaire à celle de beaucoup d'États européens. C'est cette fameuse politique du stop and go. C'est une situation qui se dégrade doucement et où le gouvernement prend la décision de mettre en place des couvre-feux, tout d'abord à 20h, puis nous en France, dès demain, ça commence à 18h. On a une politique de répression de la population face à cette pandémie qui est très importante, hein, c'est-à-dire que plutôt que d'investir des moyens dans les services publics, les hôpitaux, dans l'éducation, c'est vraiment la politique de l'amende qui, chez nous, règne beaucoup, c'est-à-dire que pour sortir pendant les couvre-feux ou pendant les confinements, il vous faut des attestations papier. Je sais que dans certains pays, ça n'existe pas. Nous, on a ces attestations de papier qui sont obligatoires. Si vous ne les avez pas, vous avez une amende de 135 €. Si vous portez mal votre masque, vous avez également une amende de 135 €. Il faut savoir que cette politique répressive a aussi été utilisée contre les militants. On est plusieurs à avoir pris des amendes pour participation à des manifestations alors que c'était autorisé, pour soi-disant non-port du masque. Donc, on a vraiment une politique répressive face à l'incompétence du gouvernement qui est très importante chez nous.
Donc, comme tu le disais au début de l'atelier, hein, nous, le personnel soignant, le personnel des hôpitaux, pendant le premier confinement, on a été très applaudis, on a eu des médailles, on a eu des cartes pour aller s'acheter de l'essence, on a eu des gâteaux, on a eu des pizzas. Ça, on n'a pas manqué de nourriture quand on travaillait à l'hôpital. Mais par contre, le bilan, c'est que pas un seul personnel de santé n'a été embauché dans la santé publique. Pas un seul nouveau lit a été ouvert, alors que l'argument du gouvernement au début du premier confinement, c'était de dire on ne savait pas, on n'avait rien vu arriver. Donc, bon, nous, on savait que ce n'était pas vrai parce que ça fait des années qu'on dénonce ce qui se passe dans notre pays. On savait que ce n'était pas vrai. Mais là, ce que peut voir la population française aujourd'hui, c'est que rien, strictement rien n'a été fait pour préparer l'hôpital à la seconde vague qui est actuellement en train de se dérouler. Donc, non seulement rien n'a été fait dans le domaine de la santé, mais on a par contre un gouvernement qui profite de cette situation pour faire passer énormément de réformes libérales, de réformes répressives. Je pense que vous avez entendu parler de la loi de sécurité globale en France. Il y a eu beaucoup de manifestations, des centaines de milliers de personnes parce que le gouvernement profite de cette crise sanitaire pour faire passer une loi qui interdirait les manifestants et les journalistes de filmer la police durant les manifestations. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus le droit de les filmer quand ils nous répriment. Ils sont encore aussi en train de parler de faire passer la réforme d'allongement d'âge de départ à la retraite. Donc, ils nous disent de rester chez nous, de rester enfermés chez nous, d'aller travailler, mais de ne pas sortir, de ne pas avoir de relations sociales, de ne pas avoir de réunions. Mais eux, pendant ce temps-là, en profitent pour nous attaquer très durement. Bon, un dernier mot, parce que sinon je vais être trop longue. On a une situation sociale qui est dramatique. On estime que 1,5 million de personnes sont passées sous le seuil de pauvreté depuis le début de cette crise sanitaire, donc 1,5 million de personnes en plus par rapport à avant. On a aussi une situation sociale chez les jeunes et notamment les étudiants qui est très difficile. On a eu 2 étudiants qui ont tenté de se suicider dans la ville de Lyon la semaine dernière parce que les universités sont fermées depuis le mois de mars et aucune aide sociale n'ont été débloquées pour les étudiants. Donc, pour les personnes qui sont salariées, il y a ce qu'on appelle en France le chômage partiel. L'État verse une certaine partie du salaire, mais pour toutes les personnes qui étaient au chômage, qui sont intermittents du spectacle ou alors qui travaillent en intérim, aujourd'hui, la situation sociale est vraiment catastrophique. Voilà sur la situation générale en France. Gut, danke. Dann Eliana Como. Ok, un moment. Un moment, voilà, ok, vous m'entendez? Okay. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité à ce débat. Désolée vraiment pour mon français, mais je préfère parler sans traduction. Ce qui s'est passé m'a tellement frappé que je préfère que la plupart d'entre vous l'entendent directement de ma voix, même si je vais faire beaucoup d'erreurs. Ma prononciation est horrible, pardonnez-moi, mais je préfère comme ça. Et je suis désolée de ne pas pouvoir nous voir en personne et de ne pas être à Zurich en ce moment. Bon, nous aurons de jours meilleurs. Alors, 2020 a été une année à oublier, ou mieux. Vraiment, pour moi, c'est une année dont il faudra se souvenir. C'est un devoir moral, mais surtout politique pour moi, d'insister sur ce souvenir et surtout de dénoncer ce qui s'est passé en 2020, en particulier ce qui s'est passé à Bergamo, la ville où j'habite, entre fin février et début avril.
L'Italie, et en particulier Bergamo et la région de la Lombardie, ont encore les records du monde de décès par Covid. À Bergamo, 6 000 personnes sont mortes en 2 mois, 700% plus élevé que le taux de mortalité de 2019 sur la même période. Dans quelques petites villes en province de Bergamo, il y a eu plus de personnes mortes au printemps 2020 que pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale. Dans les hôpitaux de Lombardie, en particulier à Bergamo, il n'y a pas simplement eu une épidémie, je l'ai dit déjà hier, il y a eu une catastrophe. Okay? À la mi-mars, il n'y avait plus de centres de réanimation libres. Il n'y avait pas suffisamment de bouteilles d'oxygène, même des masques dans l'hôpital de Bergamo. Les médecins ont été forcés de choisir qui traiter en fonction de l'espérance de vie. Ils n'ont pas réussi à guérir tout le monde. Dans les hôpitaux publics, le personnel médical a affronté le Covid dans une situation de crise humanitaire. L'hôpital de Bergamo était si pleine en mars que les ambulants faisaient la queue pour entrer. Je l'ai dit hier soir, je connais des gens dont les parents sont morts dans une ambulance en attendant d'entrer à l'hôpital. Encore de nombreuses personnes sont décédées à la maison sans même avoir atteint l'hôpital, sans oxygène, sans traitement, sans test Covid, et leurs familles abandonnées. Des milliers de personnes âgées sont mortes dans des maisons de retraite parce que la région Lombardie a décidé criminellement d'y transférer les patients Covid qui ont dû quitter l'hôpital parce qu'il n'y avait plus de place dans les hôpitaux, mais transformant ainsi les maisons de retraite en véritable bombe de contagion. C'est pourquoi je dis, c'est un devoir dans son souvenir de dénoncer. Même parce qu'en automne, la deuxième vague était entièrement prévisible et prédite. Et cette fois, elle a frappé non seulement la Lombardie, bien sûr, la Lombardie encore en majorité, nous sommes les premières, même aussi, ok, tristement. Mais la deuxième vague a frappé bien d'autres régions du pays, peut-être de manière moins inquiétante, moins concentrée, mais aussi plus grave, car elle a frappé des régions plus pauvres et où les services de santé publique sont encore plus faibles. Et pourtant, nous n'étions pas encore une fois préparés à cela, comme si la catastrophe de Bergamo au printemps avait été vaine. Nous avons fait la même erreur en mettant encore une fois le profit avant la santé. À Bergamo en mai, ni le gouvernement ni la région n'ont décidé des mesures de confinement adéquates à cause de la pression des entrepreneurs. Les entreprises ne devaient pas perdre que de profit. On nous a bombardés avec l'injonction de rester chez nous, à juste titre, mais par contre que tu devais aller travailler comme tous les jours. Le gouvernement a pris la décision de fermer les usines non essentielles par décret le 22 mars seulement, avec un mois de retard. À Bergamo, 4000 personnes étaient déjà mortes le 22 mars. La santé de tout un territoire était sacrifiée sur l'autel du profit. Et même après cela, en été, ils ont réduit les contrôles parce que l'industrie du tourisme ne devait pas s'arrêter. L'Italie, pendant les vacances de Noël, a été zone rouge, mais une sorte de confinement, mais beaucoup plus faible qu'en printemps, pendant les vacances de Noël, mais pas dans les semaines qui ont précédé les fêtes de fin d'année pour ne pas empêcher les achats de Noël.
Tout le monde était libre de faire shopping dans les centres commerciaux, à nouveau comme si de rien n'était, malgré les risques pour toute la population, et en particulier pour les travailleurs et surtout les travailleuses qui sont la majorité du commerce. Alors maintenant, je vais conclure, nous sommes sur le point de précipiter une troisième vague, sans être encore sorti de la deuxième, mais ça ne fait rien. Les pays ont besoin de produire de voitures, il a besoin de tourisme, il a besoin de centres commerciaux. Maintenant, il a un besoin d'ouvrir les pistes de ski pour le tourisme d'hiver, qui se soucie de la santé. Pardon. Pardon. Ok, pardon. Quelqu'un m'a téléphoné, pardon. Qui se soucie de la santé, qui se soucie de l'école aussi. En plusieurs régions, les cours sont encore online. Mais ce n'est pas grave si l'école reste ferme, non? Comme les musées, les théâtres, ils ne produisent aucun profit. Ça suffit que le centre commercial et les usines sont ouvertes. OK? Et qui se soucie également de ceux et surtout de celles qui travaillent dans le secteur de la santé et des soins. Mais je vais en parler ensuite, je pense. Je termine. Danke, Eliane. Dann noch Sarah. Ja, hallo zusammen, hört ihr mich? Ja, super. Ja, ich möchte mich auch herzlich bedanken für die Einladung zu diesem Workshop. Die gehörten Situationen von Pauline und Eliana machen mich enorm betroffen. Ich möchte vielleicht sagen, was meine Perspektive hier ist. Ich habe mich vor allem jetzt auf diese Frage aus der Perspektive einer Expertin für Intensivpflege vorbereitet. Die letzten 11 Jahre habe ich auf einem Stadtpsychiatriezentrumspital gearbeitet, die letzten 6 davon auf einer interdisziplinären Intensivstation. In der Schweiz arbeiten 3/4 der Beschäftigten des Gesundheitswesens in Spitälern und Krankenhäusern. Meine Perspektive ist also eine sehr spezialisierte Perspektive. Ich bin Teil der Aktivistinnengruppe Care Work Unite, des feministischen Frauenstreikkollektivs aus Zürich. Da weiß ich zum Glück und leider auch aus zweiter Hand über die miserablen Umstände der anderen Bereiche unseres vor allem Deutschschweizer Gesundheitswesens Bescheid. Ja, bei uns, auch in der Schweiz, wie auch gehört in anderen Ländern, hat sich die prekäre Situation der Bedingungen der betreuenden und zu betreuenden Menschen durch Corona massiv verschärft. Es herrschte wie bekanntlich schon vor Corona ein Notstand von ausgebildetem Fachpersonal, zusammen mit der enormen Arbeitsintensität, welche ein Mensch mitbringt, der oder die an Corona erkrankt, gepaart mit dem Spardruck der Spitäler und eben den vorherrschenden Personalmangel, stellt die Corona-Krise nun den Tropfen Öl des Fegefeuers für uns dar. Die Lage ist jetzt so prekär wie nie zuvor, auch nicht vor Corona. In der ersten Welle konnte die Unterbesetzung, zum Beispiel auf der Intensivstation, auf welche ich gearbeitet habe, waren zu Beginn der Corona-Pandemie schon über 1000 Stellenprozent nicht besetzt. Das war in vielen Intensivstationen der Fall, nicht zu reden von den Pflegeheimen und Institutionen, wo die Lage noch viel prekärer ist. Dieser Personalmangel konnte nur durch die Sistierung des Arbeitsschutzgesetzes entgegengewirkt werden. Also der Bund und die Regierung hat bestimmt, dass das Arbeitsschutzgesetz außer Kraft gesetzt werden soll, und somit mussten wir in 2 anstatt 3 Schichtbetrieben arbeiten. Also wir haben dann 13 Stunden pro Tag gearbeitet während dem ersten Lockdown im ganzen April.
Paradoxerweise fand auch eine absolut ungleiche Koordination innerhalb der verschiedenen Kantone und Bereiche statt. Wir sind ja ein Föderalismus bei uns, sodass zum Beispiel bei uns auf der Intensivstation, wo normalerweise 16 von 24 besetzten Betten gefahren werden, auf über 30 aufgestockt wurde. Das wurde dann von oben entschieden. Andere Spitäler haben aber im selben Kanton oder in derselben Region gleichzeitig Kurzarbeit angemeldet, weil sämtliche elektive Eingriffe gestoppt werden mussten und keine Corona-Patientinnen aufnehmen durften. Wir sind dann auf die Straße gegangen am 1. Mai, um uns für bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen und vor allem gegen die Sparmaßnahmen und auf den Personalmangel aufmerksam zu machen, wie wir das schon etliche Jahre zuvor gemacht haben. Dort wurden dann mehrere Menschen verhaftet, während eine Woche später Corona-Leugnerinnen demonstrieren durften. Ja. Bei mir wurde dann mit einer Kündigung meiner Arbeitgeberin gedroht, ich könne bleiben, wenn ich mich nicht negativ in der Öffentlichkeit über dieses spezifische Spital oder grundsätzlich auch über die Corona-Umstände in den Spitälern und Heimen äußere. Ich habe diese Kündigung in Kauf genommen und arbeite seit letzten Juli jetzt das erste Mal seit 15 Jahren nicht mehr im Gesundheitswesen. Und das ist eine Praxis, die habe ich jetzt oft erlebt, dass Spitäler, das Image wichtiger ist als die Arbeitsbedingungen der Menschen, die dort arbeiten. Was möchte ich noch sagen? Ich habe halt gemerkt, dass meine Arbeitskraft momentan nur positiv zum Problem des Personalmangels beiträgt. Also kurzfristig die Situation vielleicht minimal stabilisiert, aber die Ursache des Problems wird nicht angegangen. Das hat mich enorm frustriert. Ja, die Befürchtungen haben sich dann bestätigt, auch schon vor der ersten Welle. Danach wurden elektive Eingriffe nachgeholt und vorgezogen, weil der Bundesrat mitteilte, dass sie für die Ausfälle der verordneten Stopps der elektiven Operationen nicht aufkommen werden. So hat sich auch der ökonomische Druck auf alle Spitäler bei uns enorm erhöht. Bettenzahlen wurden aufgestockt, obwohl das Hilfspersonal, das wir erhalten haben, und wir hatten ja das Glück in den Akutspitälern, wir bekamen Hilfspersonal, die Heime haben das nicht gekriegt oder andere soziale Institutionen. Das Decent-Minimum hat sich also enorm verschärft im Vergleich zu Prä-Covid und auch während. Also das Decent-Minimum ist quasi die Diskrepanz zwischen Ressourcen und Fachpersonal. Und das wird einfach stetig kleiner. Nun, mit der zweiten Welle hinter uns und der dritten im Gange sind Intensivstationen seit Wochen übervoll. In Pflegeheimen sind teilweise über 70% der Bewohnerinnen verstorben, ohne dass die Öffentlichkeit davon mitbekommen hat. Und ich habe auch jetzt von mehreren Fällen gehört, von Covid-unabhängig schweren Verläufen von Menschen, die auf Intensivstationen liegen und nicht Betreuung erhalten, die sie eigentlich bräuchten. Also die Triage ist in vollem Gange und es wird entschieden, welche Menschenleben gerettet werden sollen, während gerade die Skigebiete noch aufhaben dürfen. Ja. Die Komplikationsraten aller zu behandelnden Menschen hat zugenommen und meine ehemaligen Arbeitskolleginnen befinden sich auf sicherem Weg zum Burnout. Das ist mal so viel zur Lage bei uns. Danke, Sarah. Dann haben wir jetzt noch 10 Minuten für Fragen. Falls jemand eine hat, ihr könnt die Hand heben oder sie gleich in den Chat schreiben. Antworten. Und die dritte ist, was wäre ein sinnvolles Vorgehen aus linker Perspektive? Und das behandeln wir sowieso im dritten Teil des Workshops noch und dann können wir die Frage sonst
dort noch weiter ausführen. Und die anderen 2 Fragen sind beide an Sarah, die würde ich sonst gleich stellen. Die erste ist, warum wird die reale Situation in den Zürcher Spitälern nicht kommuniziert? Ja, das ist eine wichtige Frage, denke ich. Ich nehme schwer an, dass es so ist, weil die Spitäler, Krankenhäuser oder das Gesundheitswesen per se bei uns gewinnorientiert ist oder sein müssen. Und daher fürchten die Häuser ein schlechtes Image. Sie wollen also PatientInnen nicht vergraulen, weil PatientInnen sind auch Kunden und ohne kranke Menschen können die Spitäler keinen Profit machen. Also der Profit gilt nach wie vor oder mittlerweile vor Gesundheit. Oder tatsächlich ist die Gesundheit in unserem Schweizer System eine Ware. Ja, würde ich, aber Ergänzungen herzlich willkommen. Dann die zweite Frage. Du erzählst von Fällen, wo 70% der HeimbewohnerInnen gestorben sind. Wieso werden diese Fälle nicht publik gemacht? Ja, ich denke, das hat damit zu tun, dass die Care-Arbeiterinnen Angst haben vor Repression, vor repressiven Maßnahmen, wie ich sie auch erlebt habe oder viele erlebt haben oder erleben. Dem zugrunde liegt eine Abhängigkeit von ihrem Job als Pflegefachperson. Es sind ja vor allem oder etwa 80% Frauen, die in den jetzt in unterbezahlten Care-Bereichen arbeiten und oftmals arbeiten diese auch Teilzeit. Das heißt, sie sind noch mehr auf diesen Job angewiesen und wollen und können sich das schlichtweg nicht leisten, ihren Job aufs Spiel zu setzen. Ich weiß, zum Beispiel in der Zeitung Die Republik gab es einen Artikel über die Umstände in den Pflegezentren, aber das ist alles anonym und halt nicht so verbreitet wie in den großen Zeitungen. Ja. Ich hoffe, das beantwortet ein bisschen die Frage. Super, danke. Dann machen wir weiter mit dem zweiten Teil. Die Frage wäre, wieso steckt die Care-Arbeit in einer Krise und wie hat sich diese Arbeitssituation noch verschlimmert im Verlauf der Corona-Pandemie? Pauline? Oui. Alors bon, pourquoi on est dans une telle situation de crise? Tu l'as dit tout à l'heure, mais le point fondamental, c'est que la santé, c'est pas quelque chose qui devrait rapporter de l'argent. Voilà, nous, c'est ce qu'on défend. C'est pas quelque chose qui devrait rapporter de l'argent, sauf que malheureusement, la logique, on va dire, ces 15 dernières années, c'est qu'il y en a qui veulent s'en mettre plein les poches sur la santé, sur le dos de la population, d'où notamment le développement de tout ce qui est la santé privée, les cliniques privées qui, chez nous, par exemple, en France, font payer très, très cher les interventions, les opérations pour les personnes. Donc, c'est quelque chose qui ne devrait pas rapporter de l'argent et qui, avec notre système de santé public, ce qu'on défend, coûte de l'argent. Mais ça, ce n'est pas grave et c'est normal. C'est normal que ça coûte de l'argent. On y participe tous, on cotise tous. Ça ne devrait pas poser de problème. Sauf que, évidemment, les gouvernements libéraux qui sont en place cherchent à économiser un maximum, ce qui fait que depuis, nous, 10 ans en France, par exemple, on a énormément de maternités, d'hôpitaux de proximité qui ont été fermés. On a 2/3 quand même des services d'urgence qui ont également été fermés. Bref, en 10 ans, en France, c'est 100 000 lits, 100 000 lits de l'hôpital public qui ont été fermés. Ils cherchent au maximum à rentabiliser et un lit qui reste vide, par exemple, la moitié du temps, pour eux, ce n'est pas rentable, donc ils le ferment. Alors, la crise, elle n'a pas démarré avec le coronavirus. Nous, on a
beaucoup de mobilisation des personnels de santé ces dernières années qui réclament des moyens parce que leurs conditions de travail sont insupportables. Mais évidemment, l'arrivée de cette crise sanitaire a énormément dégradé la situation sur le terrain. Tu parlais tout à l'heure de la situation en Italie. Nous, ça a été moins dramatique en France. On n'est pas passé loin hein, d'avoir des patients qui attendaient dans les couloirs ou des ambulances qui faisaient la file devant les hôpitaux. On n'est pas passé loin de ça. Mais ce qui s'est passé chez nous, il y a eu beaucoup moins d'images, c'est énormément de personnes âgées qui sont dans des EHPAD. Alors, pour la traduction, c'est des établissements pour les personnes âgées, on va dire des maisons de retraite, et qui en fait sont mortes dans les EHPAD, sont jamais arrivées à l'hôpital, n'ont jamais été emmenées à l'hôpital. C'est 40% des morts du coronavirus en France, c'est des personnes âgées qu'on a laissées dans leur maison de retraite et qu'on n'a pas emmenées à l'hôpital alors qu'elles étaient malades. La situation, elle a été catastrophique parce que on a réussi à avoir assez de lits pour prendre en charge les patients qui avaient le coronavirus, mais du coup, on n'a pas pris tous les autres. On a arrêté toutes les interventions chirurgicales dites non urgentes. On a arrêté d'opérer les gens du cœur, on a arrêté d'opérer les gens qui avaient des cancers, et ça va avoir des conséquences dramatiques dans les prochaines années. C'est des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui vont mourir. Par exemple, nous, sur Toulouse, ma ville en France, qui est une très grande ville, on détecte beaucoup moins de cancers. On ne fait plus les examens pour pouvoir s'occuper des patients qui sont malades du coronavirus. Et ça a beaucoup de conséquences, et notamment pour les femmes qui ont des cancers du sein, qui ont eu des cancers du sein, qui devaient se faire opérer pour prévenir ce risque de cancer du sein et qui, du coup, ne se font pas opérer. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter, qu'on ne doit pas accepter. Le gouvernement français aime dire que l'hôpital en France a tenu, mais c'est faux. Voilà, c'est faux parce que des dizaines de milliers de personnes vont mourir dans les prochaines années parce que l'hôpital n'a pas su à la fois prendre en charge les patients qui étaient malades du coronavirus et les autres patients. Bon. Et la situation s'est dégradée pour les patients, mais aussi avant moi, évidemment, pour les femmes, principalement, parce que c'est évidemment des femmes qui travaillent majoritairement à l'hôpital. Donc, on a été applaudis, on a été félicités, mais en attendant, on continue d'être sous-payés, maltraités. Et ce qui s'est passé, nous, en France, pendant la phase de confinement où les écoles étaient fermées, c'est que pour les femmes, c'était non plus la double journée de travail, mais la triple journée de travail. Les femmes qui travaillent à l'hôpital, mais pas que, hein, celles qui travaillent dans les supermarchés, celles qui continuaient à faire des soins à domicile pour les personnes handicapées ou les personnes âgées, c'est que la journée, elles faisaient leur travail. En rentrant à la maison, elles devaient s'occuper de faire l'éducation pour les enfants. Et puis, en troisième partie, elles devaient faire les tâches ménagères. C'est ça qui se passe et qui est particulièrement dramatique. Donc, heureusement qu'on a une troisième partie sur les perspectives, sur ce qui s'est passé, sur ce qui va se passer en mobilisation, parce que sinon, c'est effectivement pas très réjouissant. Mais je terminerai là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la situation telle que c'est parti ne s'améliorera pas. Voilà, ils ne bougeront pas. On aurait pu les croire à la première vague quand ils disaient que rien ne serait plus comme avant. Nous, ils nous disaient ça en France, rien ne serait plus comme avant et que maintenant des moyens seraient mis à l'hôpital. Ce n'est pas vrai, ils n'ont rien fait et ils ne feront rien si on n'arrache pas ces victoires-là pour que les drames auxquels on a assisté et auxquels on assiste ne se reproduisent plus jamais. Danke, Pauline. Dann Eliane. Un moment, voilà. Un moment, s'il vous plaît. OK. Alors, par rapport au care work, alors, je pense que deux choses se sont produites pendant la crise sanitaire. OK? Deux choses très différentes, l'une à l'opposé de l'autre.
D'un côté, certains secteurs du travail de soins très féminisés sont entrés complètement en crise. Les travailleuses ont été forcées de s'arrêter. Par exemple, babysitters, soignants, femmes de ménage, ce sont presque toutes des femmes, en particulier des migrants, qui se sont retrouvées sans aucune protection de revenus. Parce qu'il s'agit de secteurs où il y a beaucoup de précarité, de travail illégal, non déclaré. C'est le cas aussi de plusieurs secteurs de services qui ne sont pas de soins, mais où il travaille aussi beaucoup de femmes. Je pense au tourisme, les services commerciaux, etc. Beaucoup de travailleuses se sont retrouvées sans revenu pendant des mois. De l'autre côté, il y a le secteur de soins essentiels, où encore une fois, les femmes sont majoritaires et qui sont restées évidemment toujours ouvertes pendant toute la crise sanitaire. Et ici, il ne s'agit pas de problèmes de revenus, mais de sécurité, car ils étaient obligés, surtout elles étaient obligées, de travailler toujours, souvent dans des conditions, je vous ai dit, absurdes de sécurité. Elles ont pris le risque d'être infectées et surtout d'infecter leurs parents à la maison. En plus, avec de très longues heures de travail, parce que leurs collègues étaient souvent malades du Covid. Et même lorsque les écoles, les jardins d'enfants étaient complètement fermés, les travailleuses, en particulier les femmes, ont également eu ce problème. À qui pourraient-elles laisser leurs enfants? Aux grands-parents, certainement pas, car c'était des catégories à risque. Alors, tout cela s'est produit surtout dans les soins de santé et dans les hôpitaux, mais aussi dans les maisons de retraite et en général, tous les services de soins essentiels. Je vous ai déjà dit les conditions de travail. 300 travailleurs et travailleuses de la santé sont morts en Italie en 2020. Ce n'est pas normal. Et à Mar, c'était une situation qu'on peut définir inattendue. Okay? Voilà, selon moi, ce n'est pas que partiellement vrai. Le Covid était peut-être inattendu, mais nous aurions été mieux préparés pour la Troisième Guerre mondiale que pour le Covid. Et ça, c'est un problème. Parce que ces dernières années, nous avons dépensé beaucoup de ressources en armes et en porte-avions, tout en diminuant celles destinées aux hôpitaux. OK. Bien, en tout cas, le Covid, c'était à Mar presque inattendu. Et les travailleurs, surtout les travailleuses de la santé, avec leur travail, ont rattrapé, comme ils le pouvaient, des années et des années de mauvaises politiques et de coupes dans les budgets de la santé publique, surtout en Lombardie, qui était fière de sa santé, la meilleure d'Italie. Les gens du Sud venaient dans le Nord pour être soignés dans nos grands hôpitaux. Hôpitaux qui, dans quelques semaines, à Mar, se sont effondrés misérablement à cause du Covid. Parce que les administrations régionales, pendant des années, bien sûr nationales aussi, mais en particulier régionales en Lombardie, pendant des années, avaient progressivement détourné des ressources publiques vers la santé privée. Et à Mar, nous avons réalisé que nous n'avions pas assez de centres de réanimation. Pourquoi? Parce qu'elles ne faisaient pas de profit. Nous avons réalisé que dans une région riche comme la Lombardie, bien sûr, pas riche comme la Suisse, mais la région plus riche d'Italie, la Lombardie,
il n'y avait pas assez de médecins généralistes pour assister les malades avant d'aller à l'hôpital. Il n'y avait pas de bouteilles d'oxygène pour les personnes à la maison. Il n'y avait pas même des masques dans l'hôpital. Le système de contrôle sanitaire du territoire a complètement implosé. Depuis des années, les gouvernements de la région ont soutenu les hôpitaux privés pour faire des profits. Mais pendant l'épidémie, il n'était d'aucune utilité. Si à Mar, quelqu'un pouvait justifier que la situation était inattendue, je ne suis pas complètement d'accord, mais inattendue, bien, en octobre, ce n'était pas inattendu. La deuxième vague était entièrement prévisible. Mais les travailleurs et les travailleuses de la santé ont encore une fois été les premières à payer pour les responsabilités de choix du gouvernement surprise, encore une fois, sans aucune préparation par la deuxième vague. Parce qu'en été, quand on n'était plus au moins revenu à une sorte de normalité, le gouvernement a décidé de soutenir les entreprises plutôt qu'investir dans la santé, dans les contrôles sanitaires, dans les tests Covid, dans les transports publics locaux, dans les écoles. Et encore une fois, c'était la population qui a payé les prix les plus forts. Ceux qui sont tombés malades, évidemment, mais surtout ceux et celles qui travaillent dans les hôpitaux et dans les services de la santé et des soins. Les médecins et les infirmiers étaient considérés par l'opinion publique, en particulier au printemps, comme des héros pour leur incroyable effort face à l'urgence. Alors, je n'aime pas qu'on les appelle des héros. Et héros. Presque jamais héroïnes, même si elles sont en majorité des femmes. Mais je n'aime pas la métaphore de héros. Pour moi, est déjà machiste, non? Héroïsme, sacrifice. Mais oui, allez-y avec courage. Mais ce ne sont pas des héros. Ce sont des travailleurs et surtout des travailleuses qui gagnent en Italie 1500 € par mois. 1500 €, ce n'est pas le salaire d'un super-héros. Et si les ressources de la santé publique n'avaient pas été coupées pendant les années, ils n'auraient pas à être forcés d'être des héros et des héroïnes. Ils n'auraient pas été forcés de se sacrifier. Alors, je vous ai parlé de ce qui s'est passé dans la santé, mais c'est aussi le cas des travailleurs, travailleuses de nettoyage industriel, travailleuses parce que 70% sont de femmes, travailleuses invisibles, héroïnes invisibles, sans lesquelles de nombreuses activités privées et publiques se seraient arrêtées. Un hôpital sans elles doit fermer. Pourtant, elles ont très mauvais salaire. Depuis 7 ans, les entreprises n'ont pas voulu renouveler leur contrat collectif. Les conditions de travail sont très mauvaises et précaires. Elles ne se sont jamais arrêtées pendant la crise, car il était essentiel d'assurer le nettoyage, l'assainissement des usines, des hôpitaux. Elles ont souvent travaillé dans des conditions de sécurité incroyables, bien pires que celles des médecins et des infirmières, notamment au début de l'épidémie. Et c'est le cas aussi de ceux qui travaillent dans les supermarchés. Je sais, ce n'est pas vraiment un travail de soins, mais c'est indispensable en tout cas. Et également, la majorité sont de femmes. Les supermarchés en Italie sont restés ouverts, toujours ouverts. Même en printemps, en Lombardie, malgré la crise, la catastrophe, les supermarchés sont restés ouverts même les samedis et le dimanche. Et lorsque l'épidémie a éclaté, lors des premiers jours de mars, les masques,
même les masques étaient un luxe dans les supermarchés. Il y a eu même des cas de vendeuses auxquels il a été commandé de ne pas porter des masques parce que certains directeurs de supermarchés, dans leur confortable bureau, pensaient que les masques effrayaient les clients. Puis, progressivement, mais en retard coupable, les masques sont devenus obligatoires, puis le gel le désinfectant, le gant, les plexiglas aux caisses et surtout les entrées au supermarché étaient limitées. Mais les retards étaient en fait plus que coupables. C'était criminel, car à ces débuts, notamment en Lombardie, dès les premières annonces de fermeture, les supermarchés étaient littéralement pris d'assaut, comme si c'était l'apocalypse, non? À la limite de l'absurde, parce qu'au début, les gens pensaient que les supermarchés fermeraient aussi. Et donc, ils sont courus pour acheter, créant des attroupements incroyables, ce qui est complètement fou d'un point de vue sanitaire. Surtout pour les travailleuses et les travailleurs qui travaillent. Et même aujourd'hui, la situation est dramatique dans les supermarchés et aussi dans les centres commerciaux qui sont régulièrement ouverts. Les écoles sont fermes encore, mais les centres commerciaux sont ouverts. Parce que les règles de sécurité sont là, bien sûr, mais il est difficile de le faire respecter, même par les clients. Et il n'y a aucun contrôle, pas même sur l'entrée au supermarché et au centre commercial, surtout le jour avant et après Noël. Il était plein. Alors, je conclue en disant cela à tous les travailleurs et surtout à tous ces travailleuses. Ceux et celles qui ont perdu leur emploi, bien leurs revenus, mais surtout ceux et celles qui ont été contraints de travailler sans conditions de sécurité et qui ont été forcés malgré eux de devenir héros et héroïnes. À tous ceux et celles, la politique italienne, et je pense européenne en tout cas, ne doit pas seulement le remercier et des héros, des héroïnes. Non, doit leur présenter des excuses. Ok, je termine. Danke, Eliana. Dann noch Sarah. Ja, wieso steckt die Arbeit in einer Krise? Ich denke, dem zugrunde liegt die Illusion, dass die Kosten sich eindämmen lassen. Ich möchte mich hier vor allem auf Mascha Madörin berufen. Sie ist eine Schweizer Ökonomin und eine Pionierin in der feministischen Wirtschaftswissenschaft und Expertin für Ökonomie in der Care-Arbeit. Und dieses Problem, dem Problem liegen, denke ich, folgende fatalen Annahmen zugrunde. Ja, das Gesundheitswesen wird teurer, laut Bundesamt für Gesundheit 2012, aber sind die Annahmen die folgenden: Das Gesundheitswesen ist zu teuer und wir müssen sparen, plus, und das denke ich, ist die fatalste Annahme, dass wir nur durch Sparen diese Kosten eindämmen können. Also Sparen hat bei uns dann die Einführung der Fallpauschalen zur Folge gehabt, orientiert am Beispiel von Deutschland. Laut Mascha Madörin ist es aber so, dass auch in anderen europäischen Ländern die Kosten der Gesundheitswesen stetig gestiegen sind in den letzten Jahren, obwohl diese teilweise ganz anders organisiert waren. Also unabhängig davon, ob ein Gesundheitswesen privat oder öffentlich organisiert oder beides organisiert wird,
gibt es die statistische Evidenz, dass es überall teurer wird. Und diese Evidenz stellt auch die These in Frage, dass eine Marktwirtschaft oder ein Wettbewerb im Gesundheitswesen zu einer Kostensenkung beitragen kann. Ich denke, also vielleicht noch kurz, warum das Gesundheitswesen immer teurer wird oder aus welchen Gründen, ist einerseits der technische Fortschritt. Also wir haben immer mehr Behandlungsmöglichkeiten, immer mehr neuere technische Entwicklungen. Somit werden die Menschen älter und da kommen wir zum zweiten Grund, nämlich zur demografischen Veränderung. Unsere Bevölkerung, die Menschen werden immer älter und dadurch werden sie auch chronisch kränker und dadurch müssen sie auch wieder behandelt werden und somit kostet das auch wieder mehr. Also das hat zu tun, dritter Grund ist auch der wachsende Wohlstand. Ich denke, die Schweiz ist bestimmt ein Schlusslicht, wenn ich vergleiche, was meine beiden Kolleginnen aus Italien und Frankreich erzählen bezüglich der schlimmen Umstände. Aber der wachsende Wohlstand bei uns führt auch dazu, dass das Gesundheitswesen immer teurer ist, weil man sich das auch leistet oder leisten kann. Und hinzu kommt als letzter Grund, warum diese Kosten steigen, der Grund der Arbeitsintensität. Also das heißt, dass man die Produktivität nicht im selben Maß steigern kann im Gesundheitswesen wie in der Industrie. Also man kann die Menschen nicht schneller pflegen, obwohl wir neue technische Mittel haben. Also im Gesundheitswesen zum Beispiel schaffen wir vielleicht ein neues Computertomogramm an. Das kostet einfach mehr. Wir brauchen aber trotzdem gleich viele Menschen, um diese zu bedienen. Also es wird diesbezüglich auch stetig teurer. Also es findet eine sogenannte Problematisierung dieser Gesundheitsausgaben statt. Herr Baumol hat 2012 ein Buch geschrieben, das heißt The Cost Disease, Why Computers Get Cheaper and Healthcare Doesn't, wo auch diese Mechanismen beschrieben werden, dass die industrialisierte Optimierung nicht 1:1 zu übertragen ist auf unser Gesundheitswesen. Nichtsdestotrotz wurde und wird das aber nach wie vor gemacht. Mascha Madöring hat wie folgt formuliert, dass das Problem nicht daran liegt, dass wir uns ein teurer werdendes Gesundheitswesen nicht leisten können, sondern dass die ökonomischen Mechanismen nicht Thema des öffentlichen Diskurses sind und damit eben die Illusion geschaffen wird, nochmal zur Illusion, dass sich die Kosten eindämmen lassen. Also die Forderung ist eigentlich die, Mascha Madöring hat diese formuliert, dass die gesundheitspolitische Debatte unter anderen Vorzeichen und Annahmen geführt werden muss. Also diese Vorzeichen oder die Annahme ist, die Gesundheitskosten werden weiterhin steigen und die Sozialleistungen sind massiv zu tief und müssen massiv ausgeweitet werden. Plus mit einer Ausweitung von unbezahlter Pflegearbeit zu rechnen, ist sexistisch, frauenfeindlich und illusorisch. Aber bis heute wurde das so gemacht und ein großer Teil des Kapitalismus auf die unter- und unbezahlte Arbeit von Frauen aufgebaut. Also meine konkrete Forderung nach all dem, was ich gelesen und gehört habe, ist, dass sich die Arbeitsbedingungen verbessern müssen. Und zwar die Bedingungen für die bezahlte und unbezahlte Arbeit, die vorwiegend Frauen im Gesundheits- und Sozialwesen leisten. Und meiner Meinung nach geht das nur mit mehr Lohn, mit mehr Investitionen. Denn mehr Lohn für mich bedeutet auch mehr Zeit. Und mehr Zeit und mehr Lohn bedeutet eine längerfristige Steigerung der Attraktivität auch des Berufes. Und somit können sich auch mehr Menschen leisten, diesen Beruf auszuüben und haben mehr Zeit, um sich zu erholen. Meiner Erfahrung nach in den letzten paar Jahren hat sich nicht viel
geändert. Ehrlich gesagt hat sich überhaupt nichts geändert. Im Gegenteil, Entscheidungsträgerinnen in der Politik jetzt im Gipfel dieser Gesundheitskrise sagen offen und ehrlich, dass jetzt der völlig falsche Zeitpunkt ist, um mehr Geld in die Hand zu nehmen und in die Arbeitsbedingungen des Gesundheitspersonals zu investieren, weil sie ja jetzt gerade so viel Geld verloren haben, weil sie gezwungen wurden, Operationen nicht durchzuführen, weil sie profitorientiert sind. Also ich denke, es ist Zeit zum Streiken, weil sonst habe ich das Gefühl, nicht gehört zu werden. Fertig. Ja, danke. Dann haben wir jetzt noch ziemlich viel Zeit für Fragen. Ihr könnt entweder die Hand bei TeilnehmerInnen heben oder einfach die Frage in den Chat stellen. Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Angst vor Repression definitiv zu groß ist. Also ich spreche jetzt von meiner kleinen Perspektive, Stadt Zürich, Intensivstation. Da war ja eben der Gipfel mit der totalen Überarbeitung und zu wenig Ressourcen und Repressionen zum Beispiel gegen mich, wo dann alle sehr empört waren. Und das hat aber eigentlich nur gereicht für eine Petition. Ja, das war schön, das ganze Team, inklusive Ärztinnen, Ärzte, Putzpersonal, haben da unterschrieben. Und wir haben mit 4 Punkten bessere Arbeitsbedingungen gefordert. Aber wenn man das Wort Streik in den Mund nimmt, dann haben die Menschen einfach Angst. Und diese Angst hat halt immer noch etwas zu tun, eben mit dieser Abhängigkeit, wo ich vorher schon darüber gesprochen habe, weil es so viele Frauen sind, noch Kinder zu Hause betreuen, sind sie doppelt auf diesen Beruf angewiesen, auch wenn es eigentlich paradox ist, weil ja diese Menschen überall jetzt gesucht werden und es viel zu wenig hat, ist die Angst sehr groß. Und ich denke, das ist auch eine kulturell verankerte Angst. Die Geschichte der Pflege ist ja so, die ist noch nicht so alt, respektive sehr jung, das war zuerst eine Berufung, bevor es ein Beruf war. Und dieses Image von der aufopfernden Schwester, dieses dankbar sein, dass wir überhaupt einen Job haben, das höre ich oft. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, glaube ich. Also ich wünsche mir, dass wir uns trauen und ja, aber irgendwie ist es sehr, sehr schwierig und ich verstehe warum das so schwierig ist. Ich kann es nachvollziehen. Danke. Dann Lizzie. Ich habe vorher die Hand gehoben, weil ich Pauline fragen wollte, weil ich gehört habe, dass in Toulouse da ein Streik stattgefunden hat und ja vielleicht ganz gut mit dieser Frage, diesen Fragen, die gekommen sind. Ja, Pauline. Oui, pas de souci. Bon, c'est un peu sur la transition du coup avec le 3e point, sur quelle perspective, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, heureusement qu'on en a parce que la situation, elle est effectivement pas rose sur le plan sanitaire. Donc déjà quand même Oula. Ah oui, d'accord, okay. Je ne comprenais pas ce qui se passe sur mon écran, mais c'est bon. Donc, un premier mot quand même, c'est ces histoires de héros. Là, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Eliana. Pourquoi nous, il faut qu'on se batte contre ces notions de héros? C'est parce que derrière, ça sous-entend qu'en fait, nous, ce qu'on fait, les métiers du soin, c'est pas un métier, mais c'est une vocation parce qu'on est femme, de soigner, d'aider les autres. Et c'est ça aussi qui fait le lien justement avec le travail rémunéré et le travail non rémunéré. C'est qu'à dire qu'on est des héros, à nous admirer, c'est sous-entendre qu'en fait, on est né pour ça.
et que vraiment on est des personnes formidables. Je crois que c'est une grosse bagarre qu'on doit mener là-dessus parce que sinon, on ne gagnera pas de meilleures conditions de travail dans la santé, et deux, ça restera toujours normal pour tout le monde que ce soit les femmes qui, 99% du temps, s'occupent des enfants, s'occupent de leurs parents âgés, s'occupent d'apporter des soins à leurs proches quand ils en ont besoin. Et je crois que le lien, il est là, il est effectivement très, très important de combattre ça et de dire que nous, ce qu'on fait, c'est un métier qu'on aime. Voilà, on a le droit d'aimer son métier, un métier qu'on aime, mais un métier qui doit être rémunéré à sa juste valeur, comme tous les métiers par ailleurs, qui doit être rémunéré et qu'on ne fait pas ça pour des applaudissements. Historiquement, les métiers pour le coup du soin, notamment l'hôpital public, nous en France et ailleurs aussi, il y avait beaucoup de bonnes sœurs, les catholiques, c'était les religieuses qui s'occupaient de prendre soin de soigner. Je veux dire, quand il y a eu des grandes épidémies, et ça reste ancré, le fait d'être des bonnes sœurs. Alors nous, on dit en français, c'est nonnes, et pour justement mobiliser autour de nous, c'est important de détruire ça. Non, on n'est pas des bonnes sœurs, on ne fait pas ça pour la religion parce que Dieu nous l'a demandé, ça n'existe pas. Nous, on est des travailleuses de la santé et on veut avoir des moyens pour bien faire notre travail. Donc, la question de la grève, c'est effectivement quelque chose qui est très difficile parce qu'on ne travaille pas avec des boîtes de conserve. On travaille avec des personnes qui sont malades, des personnes qui ont besoin de nous. Donc là, je vais parler de la grève qui vient de se passer, mais avant ça, un peu expliquer, nous en France, comment ça se passe, le droit de grève à l'hôpital. C'est que c'est très limité. Alors, comme je sais qu'il y a la traduction, je vais essayer d'expliquer, c'est que pour faire grève à l'hôpital public, vous êtes obligé 2 jours, donc 48 heures avant le début de votre grève, de le signaler que vous allez faire grève. Vous ne pouvez pas vous mettre en grève, décider en claquant des doigts, hop, je fais grève, je m'en vais. Vous êtes obligé de le dire 2 jours avant, et du coup, les directions des hôpitaux, ils peuvent, et ils le font, vous réquisitionner, vous forcer à aller travailler. C'est-à-dire qu'ils vous remettent un papier qui vous dit vous êtes en grève tel jour, mais nous, on vous dit vous venez travailler, vous n'avez pas le droit de faire cette grève, il faut faire le service minimum. Et du coup, la seule manière d'être vraiment en grève, c'est que la direction ne puisse pas vous donner ce papier. Mais le problème, c'est qu'on rencontre, nous, en France, depuis 10 ans, c'est que assumer de faire grève vraiment, c'est-à-dire de ne pas venir travailler et de savoir que vos patients, du coup, ils ne vont pas être soignés, c'est quelque chose qui est très dur, qui est très culpabilisant pour les collègues, parce que vous vous dites que la personne, elle ne sera pas soignée, que la personne, elle peut mourir. Mais sauf que ce qu'on voit apparaître, nous, depuis quelques années, et ce sur quoi on a travaillé, c'est réussir à convaincre les collègues que si on ne fait pas ça maintenant, que si on ne fait pas la grève maintenant, eh bien c'est plus tard que pour le coup, il y a beaucoup de gens qui vont mourir, qui ne vont pas être soignés, parce que le système de santé, il aura été complètement détruit. Et justement, cette crise du coronavirus, aujourd'hui, c'est ça qu'elle nous montre. C'est que d'avoir supprimé tous ces postes à l'hôpital, d'avoir supprimé tous ces lits à l'hôpital, aujourd'hui, ça fait qu'il y a des personnes qui meurent dans le monde par dizaines de milliers. Et ça, justement, ça montre aux collègues qu'il faut le faire. Il faut le faire, ça va être terrible, mais on se doit de le faire. C'est notre responsabilité de défendre l'hôpital. Donc moi, je suis dans un service où justement, on a réussi à faire grève réellement. Bon, ça remonte un peu maintenant, c'était il y a 3 ans. J'entre pas dans tous les détails, mais justement, la direction n'a pas réussi à nous remettre les papiers, voilà, parce qu'on s'était déclaré gréviste les jours où on était chez nous. Donc, ils ont essayé de nous envoyer des huissiers pour nous donner le papier chez nous, mais on se cachait. On ne répondait pas à la sonnette, à la porte, on se cachait. Donc, on a réussi à faire grève réellement, et c'était la première fois en France que des gens faisaient ça. Donc, on en rigole, et il faut en rigoler, parce que c'est aussi ça a été des super bons moments.
Mais ça a aussi été très dur pour nous parce qu'on était une équipe de 21 et sur 21, on est 18 à s'être cachés. Et ils n'ont pas pu nous forcer à aller travailler. Bon, c'était la première fois qu'ils voyaient ça, on a gagné. Je veux dire, en une semaine, c'était terminé, on a obtenu toutes les revendications parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient plus personne pour faire tourner le service. Et du coup, bon, là, et ça, en fait, cette idée-là, elle est partie un peu partout en France et ça s'est passé dans plein d'endroits. Là, ce qui s'est passé à Toulouse la semaine dernière, avec ce que tu montrais à l'écran, ça a été encore plus fort. C'est qu'elles avaient dit qu'elles allaient faire grève, mais grève pendant 1 heure, de 8 heures à 9 heures du matin. Elles avaient déclaré 1 heure de grève seulement. C'est les infirmières du bloc opératoire de l'hôpital des enfants à Toulouse. Elles étaient toutes en grève, toute l'équipe, 35. Et en fait, à 9 heures, alors que normalement, elles étaient obligées de retourner travailler, elles ont dit non, toutes. Voilà. Elles étaient présentes, elles étaient dans le bloc opératoire, elles étaient en tenue, mais elles ont dit non, on n'y retourne pas. Ça, c'est interdit. Hein. C'est interdit de faire ça, mais comme il y avait toute l'équipe, comme elles étaient toutes ensemble, ils n'ont rien pu faire. La direction n'a rien pu faire. Ils n'allaient pas leur mettre un pistolet sur la tempe pour qu'elles aillent travailler. Donc là, ça a été la panique générale au niveau de la direction. On a eu la réunion de négociation avec la direction l'après-midi et ils n'ont pas eu le choix. Ils ont dû leur donner tout ce qu'elles demandaient, sinon le lendemain, elles continuaient. Et du coup, toutes les opérations, sauf les urgences vitales quand même, on n'est pas des monstres, mais toutes les opérations étaient annulées. Et ça marche. Mais c'est vrai que c'est psychologiquement, c'est très dur d'assumer de faire ça. Mais ils ont été tellement loin dans la destruction de l'hôpital et maintenant, tout le monde le sait, tout le monde le voit. C'est le seul avantage, s'il y en a un, de cette crise du coronavirus, c'est que maintenant, tout le monde est conscient de l'hôpital, de la situation de l'hôpital, que maintenant, même nos collègues pour qui c'est très difficile de le faire, le font parce qu'elles savent que si elles ne le font pas maintenant, les conséquences, elles seront terribles plus tard, et pour les patients, et pour nous, parce que nos conditions de travail deviennent vraiment insupportables. Voilà. Danke. Dann hat es noch eine letzte Frage. Ich glaube, die ist schon zum Teil beantwortet worden, aber ich stelle sie jetzt trotzdem mal noch. Also Angelina fragt, was sie zu der oberen Frage noch umtreibt, ist, was bedeutet ein Pflegestreik genau? Wie wäre er durchführbar? Und sind Pflegende überhaupt bereit, die Gesundheit Einzelner zu gefährden durch den Streik? Ja. Also vielleicht mag eine noch ein bisschen ergänzen oder ansonsten, ja. Un petit mot, si vous voulez. Mais bien sûr qu'on a peur. Yeah. Alors, oui, pardon. Bien sûr qu'on a peur, c'est ce que je disais. Et aussi, il y a une culpabilisation, mais ça veut dire faire la grève des soins, il faut l'organiser. On ne fait pas ça en claquant des doigts. C'est ce que je disais. Nous, on prépare à l'avance. Voilà, on discute, on a les réunions avec les collègues. Et on prévient aussi la direction. Nous, de toute façon, en France, on est obligé de le faire. On ne peut pas se mettre en grève à la dernière minute. Après, ce n'est pas facile et possible partout de la même manière. Là, par exemple, la grève qu'il y a eu la semaine dernière à Toulouse, c'est les blocs opératoires. Donc, c'est pour des opérations. Donc, c'est possible, en fait, de se mettre en grève et du coup, les opérations, elles n'ont pas lieu. Et ça ne peut pas durer longtemps. C'est pour ça que la direction, elle a été obligée de donner aux grévistes ce qu'elle demandait. Après, quand vous travaillez, par exemple, dans un service où les patients sont toujours hospitalisés et sont toujours là, c'est sûr que c'est plus difficile.
mais c'est toujours possible en réfléchissant et en réfléchissant ensemble. Il n'y a rien qui est impossible pour nous. Moi, par exemple, c'est dans un service d'hospitalisation que je travaille. En fait, nous, ce qu'on avait fait, c'est les jours où on était en repos dans la semaine, c'est là qu'on disait à la direction, on les prévenait par mail qu'on allait faire grève 2 jours après. Et comme ils ne pouvaient pas nous donner le papier, mais on se cachait, on restait chez nous et ils ne pouvaient pas nous trouver. Donc, au fur et à mesure, en une semaine, ils n'avaient plus personne. Ils étaient obligés de faire venir des intérimaires, des remplaçants. Enfin, c'était un gros bordel. Parce qu'ils ne pouvaient pas laisser les patients tout seuls, donc ils ont bricolé comme ils pouvaient, mais au bout d'un moment, ils ont été obligés de nous donner ce qu'on demandait. Donc, c'est plus compliqué dans un service où les gens sont hospitalisés, mais c'est aussi toujours possible. Mais bien sûr qu'on a peur de la répression, aussi des conséquences que ça peut avoir sur les patients, mais au bout d'un moment, y compris si on veut que ce qui se passe là en ce moment n'arrive plus, on est obligé de faire ça. On est obligé, on n'a pas le choix et… In das Thema reingekommen. Was sind unsere Handlungsmöglichkeiten? Wo können wir ansetzen, um die Bedingungen zu verbessern? Was gibt es jetzt schon für Gruppierungen und Bewegungen, die diese Kämpfe führen? Und wie sind die oder ihr organisiert? Pauline, da kannst du sonst gleich nochmal weitermachen. Bon, effectivement, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas être trop longue, mais les possibilités d'action, elles sont là, elles existent. Bon, moi, j'ai parlé de la grève, de l'expérience à Toulouse, mais c'est maintenant des expériences qu'on a de plus en plus en France, parce qu'on échange entre nous. Moi, je suis au NPA, mais je suis aussi syndicaliste à la CGT, qui est le plus gros syndicat en France. Donc, nous, on défend ça, qu'il faut s'organiser collectivement sur nos lieux de travail, donc se syndiquer. Nous, on est un syndicat qui est quand même très, très combatif. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à échanger entre nos différentes expériences au niveau national. Quelque chose qu'on a vu aussi apparaître en France ces 2 dernières années, pour justement se battre contre le fait qu'ils peuvent nous empêcher en fait, de faire grève, nous interdire le droit de grève, c'est qu'on a aussi beaucoup de collègues dans des services qui n'en pouvaient plus, qui étaient à bout, qui étaient fatigués et qui, en fait, tout en même temps, se mettaient en arrêt maladie. Elles allaient toutes voir le médecin et le médecin les mettait en arrêt maladie. Donc, elles étaient vraiment fatiguées, donc ce n'était pas des faux arrêts maladie, mais ça, pour la direction de l'hôpital, quand sur une équipe de 20 infirmières, du jour au lendemain, il y en a 18 qui sont en arrêt maladie, non, mais c'est pareil qu'une grève. Ils sont obligés de réagir et de répondre aux revendications. Donc ça, c'est une méthode de lutte qui, au début, peut paraître un peu étrange, mais qui a aussi et qui est utilisée. Et il ne faut pas juger ça, on fait aussi bien comme on peut, comme les collègues peuvent. Ça fait partie aussi des méthodes de lutte dans l'hôpital qu'on a vu ces dernières années. Après, là, ce qui est très difficile en ce moment, c'est en période de pandémie où les hôpitaux sont saturés, c'est encore plus dur pour les collègues de se mobiliser, de se mettre en grève, parce que l'hôpital va déjà tellement mal qu'elles se disent que si elles ne sont pas là, elles vont laisser leurs collègues seuls en galère. Donc, nous, ce qu'on a fait, l'expérience dans la ville de Toulouse, c'est qu'on pense que c'est indispensable d'avoir la population qui se mobilise aux côtés des personnes qui travaillent à l'hôpital. On ne peut pas se battre tout seul. La santé, c'est quelque chose qui concerne tout le monde, donc il faut que tout le monde se batte pour l'hôpital. On a réussi à lancer une grosse mobilisation au mois de novembre, au moment où le gouvernement français a annoncé à nouveau un couvre-feu. Voilà, un couvre-feu, ce qui faisait qu'à nouveau, notre vie, ça allait être de se lever, de partir au travail, de récupérer les enfants et de rentrer chez nous. Donc, un nouveau couvre-feu, alors que
rien n'avait été fait pour l'hôpital, qu'on n'avait toujours pas de moyens pour l'éducation, pour les services publics d'éducation, les services publics de santé. Donc nous, avec le syndicat à l'hôpital, on a contacté toutes les organisations politiques, associatives, syndicales sur la ville en leur disant, nous, c'est plus possible, voilà, c'est plus possible. Ce couvre-feu, alors que rien n'est fait pour que l'hôpital aille mieux, on n'en veut pas. Voilà, on n'en veut pas, c'est pas possible. Nous, on vous appelle à faire une manifestation. Donc, c'était le 7 novembre. On a fait une manifestation alors que normalement, c'était interdit, où on était 4000. On en a fait une autre le 21 novembre où on était 10 000 à Toulouse, juste dans la ville de Toulouse, avec non seulement les personnels de l'hôpital, mais aussi la population. Donc ça, je crois que sur qu'est-ce qu'il faut faire, c'est aussi penser que les luttes pour l'hôpital, elles doivent sortir des murs de l'hôpital. C'est que c'est indispensable qu'il y ait l'ensemble de la population qui se mobilise. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur justement les liens avec toutes les autres travailleuses des secteurs, ce que nous, en France, on appelait le gouvernement appelait les premières de cordée. C'est quel lien avec celles qui travaillent dans l'aide à domicile, celles qui travaillent dans l'éducation, dans les écoles, celles qui travaillent dans les supermarchés. C'est aussi d'établir ces liens-là pour toutes ces personnes qui continuent à travailler et qui ont donc, comme je le disais, les triples journées de travail durant cette crise sanitaire. Bon, alors je termine là-dessus. Maintenant, on arrive, nous en France, à nouveau, on a un nouveau couvre-feu qui commence aujourd'hui, qui commence ce soir à 18h. Nous, on va relancer ces mobilisations-là et on espère que ça se passera au niveau national et même au niveau international, où il faut que ce soit ces personnels de santé, ces personnels de l'éducation, ces personnels des supermarchés, ces personnels des aides à domicile, qui soient à la pointe de la mobilisation, mais que la population descende aussi dans la rue, manifeste, se mobilise et pas juste applaudisse à sa fenêtre, parce que ça ne sert à rien. Voilà, donc c'est convaincre que c'est tous ensemble, tout ensemble, qu'il faut se battre contre des mesures répressives qui ne sont pas accompagnées de moyens pour l'hôpital, de moyens pour la vaccination, parce que ça, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est quand même un grand scandale. C'est que là, on voit que la vaccination, ça va durer très longtemps avant que les populations soient protégées. Donc, on a une responsabilité à ce qu'on gagne maintenant des victoires pour l'hôpital, pour pouvoir accueillir tous les patients, ceux qui sont malades du coronavirus et les autres, parce que nous, on ne veut pas choisir entre les patients, ça, ce n'est pas possible, c'est insupportable. Et il faut que ces bagarres-là, elles aient lieu dès maintenant. Danke. Iliana, magst du antworten oder das Problem mit der deutschen Übersetzung? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, wir sind es am Versuchen zu lösen. Vielleicht, Camilla, kannst du die dritte Frage, Xenia kann die dritte Frage manchmal auf Deutsch stellen und du kannst sie nachher direkt ins Italienische übersetzen für Eliana, damit sie weiß, wo wir stehen, und wir versuchen die deutsch-französische Übersetzung nochmals zu fixen. Okay? Okay, dann stelle ich die dritte Frage nochmal. Was sind unsere Handlungsmöglichkeiten? Wo können wir ansetzen, um die Bedingungen zu verbessern? Was gibt es jetzt schon für Gruppierungen und Bewegungen, die diese Kämpfe führen, und wie sind diese organisiert? Alors, j'espère d'avoir compris, c'est mon tour. C'est ça? Je vais parler? Ok. Si. Yes. Pardonnez-moi, mais je sens deux langues ensemble. Alors, voilà, j'espère d'avoir compris les questions, mais je pense que oui, j'espère. Alors, depuis la fin du confinement en printemps, il y a eu plusieurs initiatives de lutte en Italie
surtout pour la défense du système public, à commencer par la santé. C'était des initiatives plus ou moins radicales de manifestations, à commencer par, principalement soutenues par les mouvements. Il y a eu aussi des manifestations de place en juillet, quand finalement c'était possible, notamment en Lombardie. Bien sûr, maintenant, ce n'est pas plus possible de faire manifestation de place dans ces moments-là. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait pour aller vraiment au-delà de la juste indignation pour ce qui s'est passé. Bien sûr, même parce qu'il y a 20 ans que tout le gouvernement de gauche, de droite, de centre-gauche, de centre-droite, tout le gouvernement, il y a 20 ans qui ont coupé les budgets à la santé publique. C'est difficile maintenant de mettre en discussion ce système. Nous sommes un peu en retard, on peut dire. Rien n'a été fait jusqu'au présent de vraiment radical. En Lombardie, par exemple, les citoyens auraient dû exiger au moins la démission de toute la direction régionale, qui est au contraire toujours là pour gouverner la deuxième vague, peut-être la troisième vague, avec la même incompétence totale que la première. Jusqu'au présent, personne n'a réussi à remettre en question vraiment le fondement du système de privatisation de la santé. Pas même en Lombardie, là où la privatisation a causé une catastrophe. Et les syndicats ne se sont pas mobilisés à suffisant. Ils sont tout mis sur la concertation avec le gouvernement en obtenant une chose très importante, mais seulement du point de vue économique, c'est-à-dire l'interdiction des licenciements collectifs. Alors, jusqu'à la fin de mars 2021, les entreprises italiennes ne peuvent pas procéder à des licenciements collectifs. C'est évidemment une mesure très importante. Il y a des problèmes de traduction? Non? Ça va bien? Non, c'est bien. Ça va bien? Ok. J'étais en train de dire, l'interdiction de licenciement, c'est évidemment une mesure très importante, mais du point de vue économique, mais elle n'est pas suffisante. Et en général, je pense que c'était une erreur que les syndicats n'ont pas demandé avec la même force, la même détermination, des ressources pour la santé, l'école, les transports publics. En fait, en octobre, je vous ai dit, nous nous sommes retrouvés avec le même problème que nous avions en mars. À mon avis, il est essentiel de remettre la question fondamentale de la santé au centre de chaque mobilisation et lutte syndicale et de l'allier aux luttes pour les droits économiques et les salaires à partir de travailleurs et de travailleuses des soins. Alors, il y a beaucoup de secteurs, même des secteurs de soins en Italie, qui se sont mis en grève en automne. Tout le secteur public, y compris la santé, parce qu'en Italie, du point de vue syndical, la santé, soit publique, les travailleurs de santé, soit publics que privés, sont organisés dans le même syndicat de tout le secteur public, sauf l'école. Tout le secteur public, le ministère, le municipalité,
tout le secteur public, y compris la santé. Et ils se sont mis en grève le 9 décembre, en grève générale nationale de 8 heures, pour leur convention collective, bien sûr, pour les salaires, justement, à juste titre, mais surtout pour demander des investissements pour les services publics. La grève a été attaquée de manière incroyable, violemment, par les médias et l'opinion publique, qui a dit bien, c'est pas possible de faire la grève pendant une crise sanitaire, humanitaire. Vous êtes de privilégiés, vous n'avez pas de raisons pour faire la grève maintenant. OK? À mon avis, les syndicats n'étaient même pas si convaincus à défendre leur même grève, qui était parfaitement juste, plus juste que toutes les autres grèves. Et en tout cas, je pense que les syndicats ne voulaient pas rassembler toutes les mobilisations et créer une mobilisation générale de tout le monde de travail. Bien sûr, sous les conditions du travail, mais aussi pour la santé, la sécurité de tout le monde. Alors, la grève de 9 décembre de travailler du secteur public aurait dû être la grève de tout le monde de travail, même parce que, évidemment, c'est difficile pendant une crise humanitaire demander à les infirmiers, le médecin de faire la grève parce qu'ils doivent sauver de vie, ok? Alors, c'est ça la raison, j'espère, de réussir à répondre à des questions. Pour moi, c'était important de faire devenir la grève générale de tout le monde du travail. Bien sûr, pour les conditions de travail des infirmières, des médecins dans la santé, pour leur salaire. Parce que les travailleurs et les travailleuses des soins ont travaillé pour tout le monde pendant 2 mois dans des situations de catastrophe. Et ils ne devaient pas être laissés seuls à faire la grève. Si les infirmières ne peuvent pas faire la grève parce qu'ils sont engagés dans les hôpitaux à sauver des vies de personnes, soit les métallurgistes à faire la grève, ok? Par exemple. Et, bien, la situation n'est donc pas très excitante, ok? J'espère, je pense que ce soit important que le mouvement féministe pourra se mobiliser sur ces questions. Peut-être que pour la grève de 8 mars, en Italie, il y a 5 ans qu'on fait la grève de femmes le 8 mars. En 2020 a été interdit, mais j'espère que on va le faire en 2021, mais nous ne sommes pas, je ne suis pas, je ne sais pas, ok, s'il y aura des interdictions même cette année. Mais j'espère que non, parce que c'est très important, aussi plus important cette année. Et je pense qu'il faut mettre ensemble la question du travail de femmes et en particulier du travail des soins et plus en général avec la question de la défense de la santé des services publics, mais aussi de lier, j'espère de répondre à quelques questions, à tout le travail dans le secteur de soins, de l'attention à la personne, hein, et beaucoup de travail illégal, surtout de femmes migrées.
mais aussi à tout le travail gratuit que les femmes font toujours à la maison. Nous avons découvert pendant la crise sanitaire, d'un jour à l'autre, que tout le travail de soins, soit le vrai travail, soit le travail gratuit à la maison, soit le travail illégal qui existe, bien, c'est essentiel. Et encore plus, les travailleuses du secteur de soins sont essentielles. Ce sont eux qui déterminent la vraie richesse d'un pays, bien plus que nos usines, bien plus que nos ouvriers dans les usines. Bien, je suis syndicaliste dans la métallurgie, mais j'ai compris en profondité vraiment que la richesse d'un pays est déterminée surtout par les travailleurs et les travailleuses des soins. La santé, c'est la chose la plus importante pour un pays, bien plus que la richesse qui est produite par les usines. Et ainsi, il n'est pas possible que ces travailleurs et ces travailleuses aient des bas salaires, les salaires les plus bas du monde du travail et des conditions très précaires ou informales, illégales du travail. Alors, je pense que toutes nos revendications économiques, sociales, syndicales doivent être liées au droit à la santé, aux services publics et surtout aux conditions de travail de soins. C'est la chose la plus importante que j'ai personnellement appris en 2020 en tant que syndicaliste, comme je vous ai dit, en tant que syndicaliste de la métallurgie. Okay, je termine, j'espère d'avoir compris les questions et un peu répondu. Pardonnez-moi pour mon français, j'ai un peu improvisé. Danke, Iliana.